Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Emmanuel Taïeb. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, vous êtes déjà intervenu pour présenter un de vos récents ouvrages. On va en reparler tout au long de ce podcast puisque vous êtes un des spécialistes de la mise en relation des séries et du fait politique. De par votre spécialité, je vous présente pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef de la toute nouvelle revue qui s'appelle Saison, la revue des séries. D'ailleurs, revue qui dispose aussi, on va en reparler, d'un podcast qui s'appelle Intersaison, qui est un podcast mensuel qui parle de l'actualité des séries, que je vous conseille d'aller retrouver. Le site internet va être bientôt en ligne et puis déjà vous pouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube aller voir ce qu'il en était. Marjolaine Boutet notamment, qui est déjà intervenue plusieurs fois dans Histoire en série, est présente dans ce premier numéro du podcast Intersaison. Alors vous êtes aussi également le rédacteur en chef de la revue Quaderni et vous êtes chercheur au laboratoire Triangle et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Alors vos recherches les plus récentes portent, je l'ai dit en introduction, sur les séries télévisées. Vous venez de diriger avec Rémi Lefebvre, série politique Le pouvoir entre fiction et vérité chez Debook en 2020 et puis un dossier avec Antoine Faure dans l'excellente revue dont on est partenaire en ligne TV Série, le numéro 17 en 2020, dossier intitulé Série, le sens de l'histoire. Et puis en 2018, vous avez publié un ouvrage excellent, House of Cards, le crime en politique, au PUF. C'est d'ailleurs en partie autour de ça qu'on va, je spoil un tout petit peu, parler aujourd'hui. Donc vos travaux portent également sur la violence et sa visibilité, en particulier la peine de mort, dans la perspective historique contemporaine. C'est ce que vous avez publié en 2011 dans La guillotine au secret, les exécutions publiques en France entre 1870 et 1939, chez Belin, traduit d'ailleurs même en anglais. Vous avez aussi exploré les modalités de l'information dans l'espace public, la propagande, le conspirationnisme, et puis vous avez travaillé aussi sur le biopouvoir et les politiques publiques ayant le corps pour objet, coordonnant ainsi avec Dominique Mémy et Gilles Ravenot le social à l'épreuve du dégoût aux presses universitaires de Rennes en 2016. Vous produisez et présentez depuis plusieurs années l'émission de sciences humaines La valeur de l'homme sur Fréquence protestante et vous tenez d'ailleurs un blog de recherche. J'allais dire, Emmanuel, vous êtes un homme très très occupé, vous produisez beaucoup de choses et je vous remercie vraiment de venir aujourd'hui avec nous parler ce qui est sans doute une des plus grandes séries de politique de ces dernières années. Cette série, Emmanuel, c'est House of Cards. House of Cards. Merci Nicolas pour votre invitation et pour votre présentation bienveillante de mes activités. Oui, House of Cards, moi je vais parler de la version américaine, donc de la version Netflix, mais il faut quand même retracer un tout petit peu rapidement l'origine de cette série parce que Netflix n'a pas tout inventé. Et en fait, au départ, il y a une trilogie de romans britanniques qui ont été rédigés par un homme politique en fait américain, un conseiller anglais, pardonnez-moi, un conseiller politique de Margaret Thatcher, conservateur, qui s'appelle Michael Dobbs, qui est né en 1948 et qui donc a fait une carrière dans l'entourage de Margaret Thatcher. Dans l'entourage du groupe parlementaire conservateur, qui a été chef de la majorité, enfin voilà, qui a une expérience du pouvoir au plus proche, au plus près, de manière extrêmement marquée et qui, à un moment de sa carrière, a ressenti le besoin d'évoquer la question politique, mais de le faire non pas sous la forme d'un essai ou d'un travail analytique, mais de le faire sous la forme de roman et de choisir un genre très particulier qu'on ne connaît pas nécessairement très bien en France, qui est le genre du thriller politique. Et il y a une intrigue, on va dire à la fois
enfin une intrigue à la fois policière, un peu horrifique, avec des morts dans le monde politique. Et il a publié 3 romans dans les années 80-90. Et ces 3 romans, tout à fait délicieux à lire et très drôles, qui font aussi un peu peur, ont été assez rapidement adaptés par la BBC dans les années 90, donc avec un acteur dans le rôle principal, Ian Richardson. Le personnage ne s'appelle pas Frank Underwood, il s'appelle Francis Urquhart. Il y a quelques variantes entre les romans, l'adaptation de la BBC, puis l'adaptation Netflix. Donc il y a une douzaine d'épisodes, donc 3 saisons différentes, mais c'est des saisons assez courtes, qui ont donc chacune 4 épisodes. 12 épisodes pour la série de la BBC, qui a été assez remarquée en son temps. Et puis, plus tardivement, donc au début des années 2010, la première diffusion, ce sera en 2013, Netflix acquiert les droits des romans, mais aussi en fait les droits de l'adaptation de la série de la BBC. Donc elle est citée au générique. Et Netflix va lancer une adaptation de House of Cards, qui est en fait, si ce n'est, je crois que c'est la première série entièrement produite par Netflix. Et Netflix va s'adjoindre les services d'un dramaturge américain qui s'appelle Beau Willimon, qui est né en 1977, qui a une carrière assez intéressante aussi parce qu'il est passé par la politique, donc il y a quelque chose qui le fait ressembler à Michael Dobbs. Il a notamment été artisan de plusieurs campagnes électorales aux États-Unis, avec tout ce qu'on imagine d'effervescence, de stratégie, de marketing et d'activités politiques extrêmement développées. Et on le connaît aussi parce qu'il a signé le scénario d'un film qui est sorti en 2011 qui s'appelle Les Marches du pouvoir, réalisé par George Clooney, avec notamment lui-même et Ryan Gosling. Et puis, donc ça, c'est le scénariste showrunner. Et puis le deuxième showrunner, évidemment quelqu'un de très important, c'est David Fincher, qui est un réalisateur américain extrêmement connu et qui a une œuvre à la fois abondante et singulière, à la fois dans ses thématiques, dans sa manière de réaliser, toujours des choses, des intrigues un peu énigmatiques. Et voilà les 2 showrunners, donc Beau Willimon et David Fincher, à l'origine de House of Cards. Et puis, il faut quand même le dire parce que c'est important, assez vite, les 2 acteurs principaux, donc Kevin Spacey qui va jouer Frank Underwood et Robin Wright qui va jouer son épouse Claire Underwood, qui sont les 2 personnages principaux, vont arriver assez vite dans la fabrication de la série. Donc, ils sont contactés, ils sont là en amont, ils sont producteurs exécutifs, donc avec un droit de regard. Et donc, ils sont, de mon point de vue, quasiment des showrunners ou des showrunners bis. Et de ce qu'on sait, en tout cas par leur témoignage et d'autres, toute cette équipe, tout ce beau monde a bénéficié d'un très grand degré de liberté. Et d'une très grande liberté artistique et créatrice, et ça se voit, je pense, dans la série. Alors, bon, voilà, elle va compter 6 saisons. Elle s'étire un tout petit peu. Si on sort un instant de l'analyse, elle aurait pu être ramassée dans un tout petit peu moins de saisons. Et puis, la 6e saison se fait sans Kevin Spacey, qui a été écarté de cette dernière saison suite à des accusations d'agression sexuelle. Et donc la 6e saison, qui a aussi son intérêt, est peut-être un peu moins soutenue, on va dire, que les 4 ou 5 premières saisons. Voilà, donc la série a 6 saisons qui ont été diffusées sur Netflix entre 2013 et 2018, avec, alors même si les taux d'audience se discutent, en tout cas avec un assez grand succès et une présence, disons, dans la culture populaire assez marquée. Le personnage d'Underwood est vraiment quelqu'un qui a été connu et reconnu après la diffusion de la série. Voilà.
Effectivement, personnage très connu. Alors, vous avez bien fait d'évoquer la genèse de cette série parce que on peut d'ailleurs sur l'excellent replay où il y a toujours des pépites d'arte.tv, on peut aller voir encore actuellement la série britannique qui, comme vous le dites, montre beaucoup d'aspects et beaucoup d'aspects peut-être un peu plus proches de nous puisqu'on est sur la politique anglo-saxonne, mais de l'autre côté du channel. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on va y revenir, Emmanuel. Cette politique américaine qu'on voit dans House of Cards, elle est à la fois si proche et si lointaine. Mais je voulais commencer par une première vraie question. C'est quand on voit cela, on ne peut qu'imaginer que les showrunners, vous l'avez dit, Fincher en tête, se sont quand même fortement inspirés de deux grands écrivains, dont un politique qui fait référence à la matière depuis le XVIe siècle à Florence, c'est Machiavel. Mais on est à la fois sur du Machiavel et puis sur des histoires, j'allais dire, quasi shakespeariennes. Oui, il y a les deux indissolublement. Moi, je dirais peut-être que ça penche un tout petit peu plus du côté de Machiavel et j'essaierai de dire pourquoi. Mais il y a évidemment une dimension shakespearienne extrêmement marquée, à la fois par l'origine des romans, l'origine britannique et le fait que ça se passe en Grande-Bretagne où Shakespeare voilà, est une référence obligée à partir du moment où on parle du pouvoir, des rois, des règnes et des intrigues de cour et des intrigues politiques. Et puis aussi sans doute dans la manière à la fois de mettre en scène, mais aussi dans la manière de jouer, parce que Ian Richardson, qui joue donc Francis Urquhart, c'est un acteur shakespearien il utilise ce background et cette manière de jouer pour nourrir évidemment son personnage sans dramaturgie excessive, sans grandiloquence excessive. Au contraire, il a un jeu plutôt en intériorité et je le disais, avec quelque chose d'un tout petit peu délicieux, c'est-à-dire on tue avec le sourire et sans avoir l'air d'y toucher, en gardant les bonnes manières du Parlement et de la Chambre des communes et de la Chambre des lords anglais. Donc il y a évidemment la référence shakespearienne, sachant aussi que Frank Underwood, ici Kevin Spacey, avait lui aussi joué un Richard III et avait joué l'adjoint, je vais le dire comme ça, de Richard III dans l'adaptation d'Al Pacino. Donc il y a une influence shakespearienne. Il est évident que les influences, c'est à chercher du côté de Macbeth et puis c'est à chercher aussi, je le mentionnais, du côté de Richard III, c'est-à-dire qu'il il y a vraiment des correspondances très fortes entre Urquhart, Underwood et Richard III, à la fois par l'ambition, par la volonté à tout prix d'accéder au pouvoir, en y mettant absolument toute l'énergie et toute la violence qu'il faut pour le faire, toute la manipulation aussi qu'il faut pour le faire, en oubliant les amitiés, en trahissant, en tuant en permanence, en allant très loin dans le sang, comme le dit le personnage de Richard III, qui à un moment a atteint un tel niveau de violence qu'il n'est plus de retour possible. Donc il y a cette exploration-là, avec cette idée aussi qu'au fond, on est confronté à un personnage monstrueux. Alors Richard III est difforme. Là, dans les séries House of Cards, la difformité physique disparaît, elle est suggérée par moments, mais on est plutôt dans une monstruosité morale et dans une quête de vengeance et dans une quête de sang absolument interminable qui entraîne le personnage très très loin. Donc on est vraiment en présence d'une forme de monstruosité politique, d'une forme on y reviendra, mais d'animalité politique qui explique cette course au sang et cette destruction systématique des ennemis. Donc ça, c'est pour effectivement la dimension shakespearienne qui est présente et qui est revendiquée. Il y a aussi, et elle est revendiquée, aussi une dimension machiavélienne dans beaucoup d'aspects. Alors, de manière très anecdotique, dans la série de la BBC, on nous rappelle que le livre préféré de Francis Urquhart, c'est Le Prince de Machiavel, donc écrit en 1513 et publié en 1533. Bon, on s'en doutait quand même que c'était son livre préféré, qu'il doit lire sans doute comme un mode d'emploi du pouvoir et de la manière de réussir en politique, ce qui n'est pas exactement en fait l'enjeu principal du livre de Machiavel, mais passons. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en présence de personnages, alors à la fois machiavéliques et machiavéliens. Machiavéliques au sens où effectivement ils vont être sans morale, sans éthique et essayer de faire progresser leur propre cause, mais ils sont aussi machiavéliens
ici sans aucune péjoration, au sens où en fait, simplement, ils mettent tout en œuvre pour réussir. Voilà. Sans se préoccuper d'une morale qui serait une morale surplombante, sans obéir à des règles qui seraient préétablies. Underwood dit les règles font partie des choses que je ne tiens pas en haute estime. Donc effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir les mains liées par des normes ou par des règles préexistantes, qu'il s'agisse de règles religieuses, qu'il s'agisse de règles démocratiques et de règles de fonctionnement du jeu politique. Et donc, ils sont effectivement prêts à tout, ils se conforment en fait à leur propre morale pour arriver à leur fin. Et évidemment, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer, je dis ils parce que je pense à Frank Underwood, Claire Underwood et leur adjoint Doug Stamper, qui sont les trois personnages principaux qui fonctionnent quasiment en équipe dans cette montée en puissance et dans cette vengeance. Et donc, ça va aller crescendo au sens où ils peuvent jouer au début des coups politiques, des coups qui sont on va dire, enfermés ou admis dans les règles du droit constitutionnel ou dans les règles du fonctionnement politique. Et puis, assez vite, en fait, ils vont aller vers de l'infrapolitique, vers de la menace, vers du chantage, vers des jeux de levier, des jeux à plusieurs bandes extrêmement compliqués, et puis ils vont aller jusqu'au meurtre, qu'ils le commettent eux-mêmes ou qu'ils fassent assassiner des gens par les services secrets. On voit bien que là, il y a effectivement une captation des moyens publics pour leur intérêt personnel, et puis une volonté de ne pas se sentir attaché aux règles communes, y compris à l'interdit de tuer. Et donc, la série va extrêmement loin de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de gens qui sont assassinés, d'où le fait que ça relève effectivement du thriller politique, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette série, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller pour assouvir une soif de réussite ou assouvir une vengeance, ou assouvir, et c'est une hypothèse que je fais, une soif de sang quand on a une nature ici animale. Donc présence très marquée de Machiavel et de personnages machiavéliens dans House of Cards, version américaine notamment. Alors, ce qui est très intéressant aussi par rapport à ce que vous dites et qui permet d'ailleurs de captiver véritablement le spectateur, c'est la réalisation, avec en particulier cette capacité chez Kevin Spacey de se tourner à certains moments vers la caméra et de prendre directement le public à témoin de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi participé d'ailleurs au grand succès de House of Cards. Alors, il y a des éléments de réalisation qui sont importants et qu'il faut rappeler, parce qu'on ne le fait pas toujours d'ailleurs quand on évoque les séries, alors même qu'elles relèvent du langage cinématographique. Il y a deux éléments, il y en a sans doute d'autres, mais qu'on peut isoler. Il y a une manière de réaliser la série qui a été impulsée par David Fincher, donc dans les premiers épisodes. Ensuite, il n'est plus là, mais voilà, il lance le mouvement, et les réalisateurs qui viendront après vont reprendre ce type de réalisation, sachant qu'il s'agit pour beaucoup d'entre eux de réalisateurs chevronnés de cinéma et de séries, donc de gens qui sont vraiment au sommet de leur art et voilà, dans une maîtrise totale du langage des séries. David Fincher va avoir une réalisation, on va dire, alors j'allais dire académique, ce ne serait pas lui rendre justice, en tout cas très posé, caméra posée, très, très linéaire, très maîtrisé. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra, il n'y a pas de montage clipesque, frénétique. On est dans quelque chose de relativement maîtrisé et calme pour filmer cette activité politique dont il faut quand même rappeler qu'elle est elle-même, elle n'est pas remplie d'action. Hein. Il y a des réunions, il y a du dialogue. Bon. Donc, il a fait le choix d'être dans quelque chose d'assez posé, par exemple, d'un peu différent de ce qu'on appelle le walk and talk, qu'on peut trouver dans The West Wing à la Maison Blanche ou qu'on peut trouver dans Urgence, et qui est une manière au fond de compenser une activité un peu statique en faisant marcher et parler les personnages dans des couloirs de manière à donner un peu de mouvement à des scènes qui seraient sinon un tout petit peu fixes. Et donc, il y a vraiment une tendance au walk and talk dans les séries que je viens de mentionner pour impulser un peu dynamique. Et donc, on a l'impression que toutes les décisions se prennent dans les couloirs et qu'ils passent leur temps à aller d'un bureau à l'autre. David Fincher n'a pas du tout opté pour ce type de réalisation. On admet que le temps est un temps relativement calme. On admet qu'il y a des moments où tout se passe par des dialogues, par des réunions, par des réceptions
du président dans le bureau ovale. Donc, on est sur un rythme et sur une temporalité voilà, beaucoup moins rapide et beaucoup moins dynamique que d'autres séries. Il y a un choix de lumière très à la David Fincher, c'est-à-dire dans du gris vert, dans des clairs-obscurs, qu'on a pu voir encore récemment dans Mindhunter. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une identité photographique très précise dans les premiers épisodes de House of Cards, qui sera ensuite reprise par l'ensemble des réalisateurs qui vont se caler sur ce qu'avait fait David Fincher. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement un choix d'interaction du personnage principal. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, Claire Underwood a aussi un petit moment et Doug Stamper une demi-fois, on va le dire comme ça, d'interaction avec les spectateurs par le biais de ce qu'on appelle des regards caméra, qui était un dispositif qu'on trouvait déjà dans la série de la BBC et qui évidemment produit plein d'effets très intéressants. À la fois, elle crée de la proximité avec le personnage qui s'adresse directement à nous. Elle fait tomber le fameux quatrième mur. Donc, effectivement, le spectateur rentre lui-même sur la scène. J'ai tendance à penser aussi que paradoxalement, même si ça fait tomber le quatrième mur, ça accroît un peu la dimension théâtrale, c'est-à-dire on se retrouve un peu avec un personnage qui tient presque le rôle du cœur, hein, du coryphée antique, c'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui agit et celui qui commente ce qu'il est en train de faire. Ça produit un effet très intéressant de complicité des spectateurs dans tous les sens du terme. Complicité au sens où le personnage principal va nous introduire dans le milieu politique, va nous présenter le milieu politique, qui est un milieu qu'il connaît extrêmement bien. Underwood a été élu depuis plus de 20 ans au Congrès, c'est un vieux briscard, il est chef de la majorité, Chief Whip, c'est lui qui essaye d'obtenir les votes et de gérer et de construire une discipline de vote qui n'existe pas autrement. Donc c'est un homme politique professionnel qui est très expérimenté et qui maîtrise absolument ce jeu politique et ce jeu de cours sur le bout des doigts et qui donc va nous en donner, si le spectateur est profane, va nous en donner les clés, va nous en montrer les lieux, va nous expliquer ce qu'il est en train de faire, va nous raconter comment il va manipuler un personnage, etc., en espérant qu'il nous dise la vérité, mais il a l'air globalement de dire la vérité. Et puis, je le disais, il rend le spectateur complice, là, dans un sens un peu plus compliqué, parce qu'il va nous enrôler dans son esprit, nous enrôler dans sa vengeance, nous enrôler dans sa démarche maladive et dans sa quête pathologique de vengeance et de réussite et d'accession aux plus hautes marches du pouvoir, et il va nous enrôler dans ses assassinats, dans sa logique qui le pousse à commettre ces assassinats. Donc évidemment, ça met le spectateur dans une situation extrêmement problématique et compliquée, parce que on est à la fois avec Frank Underwood, désireux qu'il réussisse, on jubile avec lui quand effectivement il a monté un coup extrêmement compliqué et que ce coup réussit, parce qu'on a plutôt envie de le voir réussir lui que ses adversaires qu'on ne connaît pas vraiment, qui ne sont pas filmés aussi longuement que lui. Et en même temps, eh ben, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve complice d'un meurtrier, on se retrouve à raisonner comme lui, on se retrouve à l'accompagner dans cet accomplissement-là d'assassinat et de trahison, ce qui peut évidemment nous mettre assez mal à l'aise. Mais le dispositif est très intéressant, et puis quand les personnages, on va dire, accèdent à un certain niveau politique, ils ont droit à leur regard caméra, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de réflexivité des personnages eux-mêmes sur la présence des spectateurs. Donc, on est vraiment dans un dialogue permanent. Ils se savent observer, même si on ne voit pas ce dispositif. Hein, on n'est pas dans The Office. Mais par exemple, Claire Underwood a droit à plusieurs regards caméra, et le premier, elle explique qu'elle se sent, elle, pour le coup, très mal à l'aise d'avoir des spectateurs. Elle sait qu'ils sont toujours là, mais ça lui pose problème. Donc, c'est un intéressant retournement. Hein. C'était le spectateur qui était mal à l'aise avec Frank Underwood, et Claire Underwood nous dit que c'est elle qui est mal à l'aise. Et puis, Doug Stamper, leur adjoint, je crois, je ne me souviens pas qu'il s'adresse directement à la caméra en parlant. Je crois qu'il regarde simplement la caméra, mais qu'il ne dit rien. Voilà. Donc, un dispositif de mise en scène qui est, je trouve, plutôt intéressant par tout ce qu'il ouvre.
Vous avez commencé, Emmanuel, à évoquer avec nous ces personnages-là, hein, le couple Underwood, hein, joué par Kevin Spacey et Robin Wright. Très intéressant. Il y a aussi Doug Stamper. Est-ce que vous pourriez, en les remettant en perspective, bien sûr, mais nous dire quel est leur rôle principal dans la série? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont là, et voir dans quel milieu ils évoluent à Washington. Alors, en fait, toute la série part d'un problème que va subir Frank Underwood, qu'il explique lui-même et qu'on comprend très vite parce que ça se déroule dans les 10-15 premières minutes du premier épisode, qui est qu'il a soutenu le nouveau président élu, qui s'appelle Garrett Walker, qui est un démocrate. Underwood est aussi démocrate. Je disais, il est élu d'une circonscription de Caroline du Sud depuis plus de 20 ans, et il a été donc chef de la majorité. Il a œuvré pour l'élection de Garrett Walker, et classiquement, dans le jeu politique, il y a toujours un système de gratification, un système de récompense. Quand la politique fonctionne bien, en tout cas, c'est l'un des implicites du champ politique, et que celui qui accède au poste suprême peut distribuer un certain nombre de postes importants à ceux qui l'ont soutenu, et évidemment, il doit les récompenser pour leur bon et loyaux service. Et Underwood considérait, il faut interroger s'il a raison ou pas, mais en tout cas, c'est le point de départ de la série, qu'il aurait dû être nommé secrétaire d'État par le président Walker. Et secrétaire d'État, c'est ministre des Affaires étrangères, l'équivalent de ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment, dans la hiérarchie du cabinet américain, c'est vraiment l'un des postes les plus importants. C'est quasiment un poste de numéro 2 ou de numéro 3 du gouvernement. Et donc, Underwood attend ce poste. Or, contre toute attente, il n'est pas nommé secrétaire d'État. Donc, parce que Walker, en tout cas c'est la raison qui est invoquée, préfère le garder comme chief whip préfère le garder au Congrès pour qu'il puisse gérer la majorité, parce qu'il a une expertise pour le faire, plutôt que d'en faire son ministre des Affaires étrangères, où Walker perdrait un levier, une personne ressource importante au Congrès. Sauf que Underwood ne se dit pas ça du tout, il considère qu'il devait obtenir ce poste et que c'est là une trahison absolue, et donc il va lancer un mouvement, et un mouvement vengeur qui va lui aussi monter en puissance, c'est-à-dire qu'il va brutalement vouloir d'abord se débarrasser du ministre des Affaires étrangères qui a été nommé à sa place, et puis en fait, donc il va réussir, mais cette première mission va l'amener ensuite à se dire que finalement le meilleur moyen pour obtenir le poste qu'on veut, c'est d'être servi par soi-même, et c'est d'essayer de viser le poste le plus important. Et donc il va réussir à se faire nommer vice-président, puis obtenir la démission du président Walker et devenir président. Bon, il y a d'autres rebondissements que je ne dévoile pas spécifiquement, mais on voit bien qu'on est en présence non seulement d'une quête vengeresse, mais d'une quête de pouvoir, puisque au fond, à un moment donné, Underwood perd de vue même le poste de secrétaire d'État qui ne l'intéresse plus, et finit par devenir président des États-Unis sans jamais avoir été élu. On y reviendra. Il y a là une faille démocratique énorme, et donc on le suit dans cette quête de pouvoir absolu, qui est liée au départ à un dysfonctionnement du champ politique, en tout cas à une attente déçue de la part de Frank Underwood. Ce qui est intéressant il y a évidemment plein de choses très intéressantes, mais ce qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est son premier rôle, c'est-à-dire celui de Chief Whip. Whip, c'est le fouet, donc c'est un terme de vénerie, c'est un terme de chasse, hein. Donc c'est celui qui maintient dans la chasse à courre, qui maintient les chiens en ligne, bon, avec des coups de fouet. Et en fait, ce poste-là est un poste très intéressant. C'est un poste qui permet d'avoir des informations sur, en tout cas Underwood l'a construit comme ça, qui permet d'avoir des informations sur tous les députés pour essayer de faire pression sur ces députés. Donc ces informations et ces leviers peuvent être des leviers politiques, mais chez Underwood, c'est beaucoup de l'infrapolitique, ça va être des informations compromettantes en fait sur les députés. Donc tel député qui se drogue, tel député qui boit, tel député qui a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, tel député qui a été arrêté avec une prostituée. Bon. Et donc, en fait, on va leur rendre des services en les libérant et en étouffant ces affaires-là, mais en réalité, quand on étouffe cette affaire-là, on garde un dossier sur eux, et ce dossier pourra être ressorti au cas où ils seraient récalcitrants, et à ce moment-là, on les menace du scandale, et ils rentrent dans le rang. Donc, effectivement, comme les chiens de la chasse à courre, ils vont marcher en ligne. Donc, il y a dans ce poste-là une espèce de centralité
de Frank Underwood, qui non seulement maîtrise le jeu politique, mais a des moyens d'action et des leviers sur l'ensemble des autres hommes politiques, et il ne va pas essayer, enfin il va pas du tout hésiter à s'en servir, et beaucoup de coups sont des coups qui relèvent de la menace, du chantage, de la pression, et souvent des coups qui ne relèvent pas exactement du politique. L'autre personnage très intéressant, il y a vraiment là une espèce il y a deux personnages fascinants à égalité, c'est Claire Underwood, qui au début de la première saison s'occupe d'une ONG, mais qui en fait assez vite, et ce n'était pas le cas dans les romans et dans la série de la BBC, va vouloir entrer en politique, a autant d'ambition que son mari. Ils ont scellé un pacte tous les deux, et on a deux personnages qui vont à un moment s'affronter, mais qui vont globalement marcher ensemble pour essayer de conquérir le pouvoir, et qui sont d'accord sur les moyens machiavéliens dont on parlait tout à l'heure pour accéder au pouvoir. Et puis, leur âme damnée, en même temps adjoint, confident, complice, c'est Doug Stamper, qui est l'adjoint de Frank Underwood depuis très très longtemps, qui est un peu une espèce de double de Frank Underwood. Ils se ressemblent physiquement, ils sont complètement en phase, ils ont la même maîtrise et la même lecture du jeu politique. Donc c'est son directeur de cabinet qui ensuite voilà, monte avec lui en puissance quand il rejoint la Maison Blanche, et qui est un peu l'homme des basses besognes. Mais qui voilà, est un personnage aussi extrêmement fascinant, très robotique, très machinique, très obsessionnel, très dysfonctionnel dans sa vie personnelle et dans ses émotions, et qui n'arrive à s'épanouir que dans le jeu de massacre et que dans la destruction propre au jeu politique, en tout cas tel que ces trois personnages les voient. Et puis, dernier élément sur ces trois personnages, parce que c'est important, on est en présence de protagonistes qui sont assez peu émotionnels, qui sont assez froids, vraiment dans le contrôle, vraiment dans la maîtrise, très ambitieux, un peu autarciques, beaucoup psychopathes, et voilà, qui ne s'embarrassent pas, on le disait, de morale et d'éthique, et qui ne ressentent pas grand-chose dans l'action qu'ils sont en train de mener. Donc la seule jouissance, c'est plutôt la jouissance du pouvoir, que le plaisir des sens, même s'il existe un petit peu. C'est pas des personnages très sexualisés. Alors Claire Underwood plus que les deux autres, mais c'est pas ce qui fait avancer Frank Underwood. Et donc ça donne des personnages vraiment assez froids dans une série assez froide qui a pu rebuter un certain nombre de gens. Et c'est intéressant parce que Bob Willimon dit qu'un des points de départ pour lui, c'était d'analyser un couple sur la durée. Lui, il trouve que les personnages ont beaucoup d'émotions. Quand on regarde la série, on a plutôt l'impression d'être en présence de gens qui maîtrisent beaucoup leurs émotions, qui le font par calcul politique, parce que dans le jeu de cours, il ne faut rien dévoiler de ce qu'on ressent, il ne faut rien dévoiler de ses intentions, mais on peut aussi considérer qu'ils ne dévoilent rien et qu'ils n'ont pas beaucoup à se forcer pour le faire, parce qu'ils ne ressentent pas grand-chose, ils sont simplement mus par un appétit de pouvoir. Mais évidemment, cette absence d'émotion colore d'une manière très particulière toute la série House of Cards. Vous qui êtes professeur de sciences politiques, j'allais vous poser tout de suite comme question, justement, est-ce que là on sait qu'on est dans une fiction, mais cette fiction a quand même une certaine volonté de montrer aux spectateurs, j'allais dire, l'autre côté du miroir politique américain. Est-ce que véritablement là-dessus, Emmanuel, la série joue le jeu de montrer comment fonctionne la politique américaine, ou est-ce qu'il y a parfois certains raccourcis, certaines choses, vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, le fait que Underwood devienne président sans avoir été élu? Est-ce que des choses comme ça, des contre-réalités, j'allais dire, ça arrive souvent, ou au contraire, c'est une très bonne série, très réaliste? Alors, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'elle est elle est extrêmement plausible, elle est extrêmement documentée, et en même temps, elle est en permanence dans l'écart, et en même temps, elle est en permanence dans la fiction, c'est-à-dire que la fiction se rappelle en permanence. Donc le monde politique, c'est le terrain, le canevas sur lequel l'action va se dérouler. Donc il a évidemment son importance et il pèse sur les protagonistes, mais c'est aussi autre chose qui se joue, et je le disais, c'est plutôt une quête de pouvoir ou un jeu de massacre qui aurait pu d'ailleurs se dérouler dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport, dans n'importe quel lieu où il y a une compétition. Donc, comme beaucoup de séries politiques, House of Cards va montrer beaucoup de choses de la vie politique,
beaucoup de choses qui sont tout à fait existantes et sont tout à fait réalistes, qu'on ne voit pas d'ailleurs nécessairement. Donc on va nous montrer des réunions, on va nous montrer des répétitions de discours, des répétitions de débats télévisés. On va nous montrer ce qui se passe quand les caméras sont coupées, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'intimité. On peut nous montrer, alors là pour le coup, des émotions parfois, des colères, des énervements. On peut nous montrer des réunions stratégiques, comment on va mettre en place voilà, une espèce de montage tactique pour arriver à ses fins. On va nous montrer l'activité parlementaire, on va nous montrer comment on fait pression sur des députés pour obtenir leur vote, on va nous montrer des rapports de force, on va nous montrer un peu l'activité de la Maison-Blanche avec voilà, le temps spécifique de la politique, le temps des élections. Les problèmes qui se posent extérieurs, même si ce n'est pas ce qui intéresse beaucoup la série, mais des problèmes extérieurs qui peuvent se poser, c'est-à-dire des projets d'attentats, des négociations avec tel ou tel pays qui peut se montrer récalcitrant, donc on a des convocations d'ambassadeurs, la place des États-Unis dans le monde. Bon, tous ces éléments-là sont montrés et sont globalement bien montrés. Il y a des choses qui il y a des choses qui ne sont pas montrées non plus parce qu'elles ne sont pas forcément très télégéniques. Alors voilà, on va pas montrer des négociations trop longues, on ne va pas montrer des réunions trop longues, on ne va pas montrer le détail de préparation d'une proposition de loi. Bon, il y a des choses qui passeraient pas très bien à l'écran et dont on fait l'économie alors même que ça constitue vraiment le cœur de l'activité politique. De la même façon, la série ne montre pas beaucoup ce qui peut se passer en circonscription. On sent bien que chez un personnage comme Frank Underwood, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on appelle le jeu politique central, c'est-à-dire celui qui se déroule à Washington au plus haut niveau et que les rares fois où il est amené à retourner en circonscription, ça ne l'intéresse pas. Il ne connaît pas, il connaît pas ses administrés très bien, il sait comment leur parler, mais ce n'est pas le jeu local qui l'intéresse. Donc on sent que c'est vraiment pénible pour lui de retourner en circonscription et que la seule chose qui l'intéresse, c'est le jeu politique au plus haut niveau. Mais la série n'est évidemment pas complètement fidèle à ce jeu politique tel qu'il se déroule exactement. Donc il y a évidemment plein de libertés qui sont prises. Underwood réussit tous ses coups, il a en face de lui des adversaires un petit peu faiblards, les règles de droit institutionnelles sont contournées la plupart du temps. Lui, il est obsédé par cette espèce de vengeance, les autres le laissent faire. Voilà, donc il y a plein de choses qui ne sont pas nécessairement bien restituées. Et donc, il faut quand même avoir en tête que cette série politique, comme d'autres séries politiques, va évidemment avoir tendance à transformer très largement l'activité politique. On va par exemple avoir des séries, et c'est le cas dans House of Cards, où la temporalité est toujours très ramassée. Le temps politique, en réalité, c'est un temps très long. Le temps des politiques publiques, c'est un temps très long. Le temps législatif, c'est un temps très long, ce qui peut d'ailleurs poser problème aux citoyens qui voudraient que ça aille vite. Mais voilà, il y a des procédures, il y a des règles, il y a des budgets, il y a des discussions avec les uns et les autres. Donc tout ça prend du temps. Évidemment, dans une série, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on a dans beaucoup de séries politiques un temps très ramassé, très concentré, qui est souvent le temps de l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'une décision soit prise très vite parce que sinon tout s'effondre. Et donc on a dans la narration par épisode une espèce de montée en dramatisation jusqu'à la fin du troisième acte, et puis il faut que tout arrive à se résoudre dans le quatrième acte. Donc on est dans ce type de temporalité-là. Et puis ce qui est quand même frappant dans House of Cards, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de pratiques de Frank Underwood qui ne relèvent pas en réalité du politique. C'est-à-dire que Underwood joue énormément de coups qui ne sont pas des coups politiques, qui relèvent de la manipulation, qui relèvent du chantage, qui relèvent du jeu de pression par les médias, d'intimidation, de violence. On va faire vraiment le coup de poing, on va pousser un adversaire à bout pour qu'il vous frappe, pour qu'il se trompe, pour qu'il chute. On va activer, je le disais, des leviers un peu nauséabonds. Et puis, on va finir par basculer dans le meurtre, qui est la négation même de l'activité politique, puisque l'activité politique est
en tout cas démocratique et par principe pacifié. C'est-à-dire que pour tuer son adversaire, on doit le tuer par la rhétorique, au cours d'un débat télévisé, le tuer symboliquement évidemment, et puis on doit le battre par l'élection en ayant plus de voix que lui. Et en fait, Underwood ne fait que subvertir cette pacification du jeu politique en y introduisant de la violence, en y introduisant de l'irrespect des règles et en y introduisant le meurtre. Donc évidemment, de ce point de vue-là, la série s'en va très loin, la série dérive vers autre chose, c'est-à-dire que dans l'équilibre, je le disais, thriller politique, dans l'équilibre entre politique et thriller, la série bascule beaucoup du côté du thriller, elle bascule même du côté du genre horrifique, il y a énormément d'emprunts au genre horrifique parce que du point de vue de la narration, c'est évidemment beaucoup plus excitant et beaucoup plus fascinant d'aller vers le thriller que d'aller vers un politique ou une activité politique plus balisée. Et justement, par rapport à tous ces coups politiques que peut mener en permanence Frank Underwood, on voit quand même au fur et à mesure que la série avance qu'il y a une certaine, j'allais dire, usure du pouvoir, hein, usure à la fois de sa pratique à lui, et puis peut-être on y reviendra à la fin, on se posera la question à la fin justement des limites de la démocratie face à cela. Oui, il y a une usure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui est littéralement sans fin, qui ne peut s'achever qu'avec la disparition des personnages eux-mêmes. C'est intéressant de voir que cette série politique met en lumière ou même dénonce une quête du pouvoir qui, au fond, est vaine. Pourquoi est-ce qu'elle est vaine? Parce qu'elle n'est pas nécessairement tournée vers le bien-être collectif, elle n'est pas nécessairement tournée vers le bien commun. Elle est tournée vers uniquement des ambitions personnelles, c'est-à-dire monter les marches, arriver au poste le plus important. Le problème, c'est que non seulement il y a cette quête-là qui est très longue, bon, voilà, mais qui vous permet d'accéder au poste principal, mais vous êtes en fait en lutte permanente parce que d'autres gens veulent le même poste. Et donc, à partir du moment où vous avez atteint ce poste-là, vous êtes obligé de le défendre. Et donc, vous passez votre temps en fait à éteindre des incendies, à éliminer des adversaires. Or, des adversaires ambitieux, il en arrive sans fin, il en est sans fin. L'activité politique génère ce type d'individus qui veulent aussi obtenir le poste que vous avez et veulent vous déloger. Et donc, en fait, c'est une lutte qui est permanente, c'est une lutte qui est sans fin et c'est une lutte qui se révèle finalement dans sa vanité. Et le problème du personnage d'Underwood, comme du personnage de Francis Urquhart dans la série de la BBC, c'est qu'il refuse d'accepter cette vanité. Non seulement ils veulent le pouvoir, mais une fois qu'ils l'ont, ils veulent durer. Une fois qu'ils veulent durer, ils veulent entrer dans l'histoire, ils veulent faire entrer dans la postérité, avoir le mandat le plus long. Donc Urquhart veut dépasser la durée de mandat, par exemple, de Margaret Thatcher. Donc à chaque fois, il y a un nouveau but qui est annoncé, un nouveau but symbolique et qui est aussi une fuite en avant. Et en fait, c'est plutôt les personnages féminins, c'est plutôt Elizabeth Urquhart et Claire Underwood qui, au fond, mesurent la vanité de cette quête-là, mesure tout ce qu'elle a pu coûter individuellement, tout ce qu'elle a pu coûter au couple, tout au fond mesure toute la tristesse qui peut s'emparer de personnages qui n'y arrivent plus. Et donc, les solutions que je ne vais pas trop dévoiler viennent des femmes dans la série qui essayent de libérer leur compagnon ou leur mari des turpitudes d'une quête de pouvoir sans fin. Et puis, peut-être quand même ce qu'il faut signaler, c'est l'espèce de prix à payer que la série dénonce justement dans cette quête et dans cette qui finit d'ailleurs par s'user de pouvoir. Il y a quand même une réflexion, on le disait en début d'émission, autour de Machiavel. Ce qui intéressait Beau Willimon, en tout cas c'est ce qu'il déclare en interview, il a le sentiment que les hommes politiques sont des meurtriers ou finissent par devenir des meurtriers. Donc il a une vision très noire, très cynique de l'activité politique, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, voilà, lui reconduit ou en tout cas s'appuie sur cette vision-là. Et donc, il y a une réflexion aussi dans House of Cards pour savoir jusqu'où il faut se salir les mains pour pouvoir exister dans le champ politique et jusqu'où il faut se salir les mains pour gouverner, ce qui ne dérange pas du tout les Underwood qui sont prêts à se salir les mains, là où le message, enfin le mot est un peu impropre, mais enfin voilà, employons-le, là où le message de la série est intéressant, c'est qu'elle suggère quand même qu'il faut être très rusé
est très stratège et peut-être très amoral et peut-être très malhonnête quand on exerce la fonction de président des États-Unis ou de Premier ministre, parce qu'en face de vous, au niveau international, vous avez des gens comme vous. Et donc, il y a beaucoup d'épisodes de House of Cards qui évoquent de manière très explicite la complexité des relations avec le président russe Petrov, qui est en fait un alter ego à peine dissimulé, à peine déguisé de Poutine, qui est en fait quelqu'un de très, très, très malin. Et donc, on finit par se dire, peut-être que pour tenir tête à la Russie ou peut-être que pour négocier avec la Russie, il vaut mieux avoir quelqu'un de fort et d'habile comme Underwood plutôt que quelqu'un de faible. Et la série le met en scène dans un épisode où Underwood est à l'hôpital, on lui a tiré dessus, et puis c'est son vice-président qui est quelqu'un de quand même d'assez faible et de pas très très bon qui prend le relais et qui est incapable de négocier avec Petrov parce qu'il y va de manière naïve, il y va en suivant un peu le manuel de l'homme politique modèle. Et en fait, Petrov le retourne complètement. Petrov se joue de lui et il faut que Claire Underwood conseille ce vice-président très faible pour que Petrov recule un petit peu et trouve un adversaire à sa taille. Donc, de manière très marquée, la série amène l'idée que, au fond, peut-être que le meilleur individu pour le job n'est pas le plus fréquentable. Voilà. Donc, il y a effectivement un paradoxe de ce point de vue-là. Et ce paradoxe, ou en tout cas cette affirmation, elle va encore plus loin dans la série, dans l'idée que au fond, est-ce que cet homme politique-là, amoral et meurtrier, est-ce qu'il nous est absolument étranger en tant que citoyen? Est-ce que c'est un autre absolu? Ou est-ce qu'au contraire, il nous ressemble? C'est-à-dire, comment serait-il possible qu'à la tête du pouvoir, il y ait un loup si nous sommes tous des agneaux? Et donc, finalement, peut-être qu'il faut retourner, revoir complètement la proposition et se dire, non, en réalité, il n'y a pas un loup qui gère des agneaux, il y a un loup qui gère une meute de loups, il y a le chef des loups, et donc évidemment, ça renvoie le citoyen à sa propre place dans ce système politique. Et quand je disais tout à l'heure que Underwood nous a enrôlés comme complices, il est possible que, en fait, nous étions complices depuis le début et que nous ressemblons beaucoup à celui qui nous représente et à celui que nous élisons, ou pas d'ailleurs, à la tête de l'État. Autre fait important, enfin en tout cas qui nous, quand on regarde cela, nous paraît important quand on est européen, c'est de voir le rapport entre religion et politique. On le voit bien avec Frank Underwood, cela, c'est quelque chose qui pour nous parfois peut nous paraître, surtout en France, dans une société qui est complètement aujourd'hui sécularisée, laïcisée, ce rapport est quand même majeur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement là-dessus? Est-ce que ça aussi, Emmanuel, c'est révélateur de la vie politique américaine? En tout cas, il y a une place de la religion et de la religiosité individuelle des hommes politiques qui est extrêmement présente aux États-Unis depuis très longtemps. C'est le pays qui se donne comme ayant une destinée manifeste, celle d'amener la démocratie et la liberté dans les autres pays, qui s'est construit autour d'un protestantisme très démocratisé. Mais il y a quand même, une laïcité et ce que les Américains appellent un mur de séparation entre religion et politique. Mais il est vrai que la religion irrigue beaucoup de choses, soit de manière collective, elle n'est pas dans les textes institutionnels, soit de manière individuelle. Là où House of Cards est intéressante comme série, c'est qu'elle prend un peu le contre-pied de ça. Et là, de ce point de vue-là, elle renvoie aussi à Machiavel, qui était très critique de la place très politique et très interventionniste de l'Église de son temps. La série prend du recul par rapport à la religion en présentant un Frank Underwood, et là, je trouve que c'est très subversif, qui n'est pas du tout religieux, qui est même areligieux, qui est athée, qui se moque ouvertement de la religion. Il y a une séquence célèbre où il se rend dans une église et il explique qu'en fait, il n'y croit pas du tout, qu'il prie pour lui-même, il se prie lui-même, pour ses propres ambitions. Et puis,
il interpelle une grande statue de Jésus sur la croix, et au moment où il l'interpelle, la statue de Jésus tombe. Alors on voit un éclair d'inquiétude, une lueur d'inquiétude qui passe dans les yeux d'Underwood en se disant « Ouh là là, mais là, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a peut-être quand même une présence surnaturelle que j'aurais réactivée. » Et en réalité, une fois que la statue est tombée, Frank Underwood a Jésus à ses pieds, il est très content, il ramasse un bout d'oreille de la statue et en regardant la caméra, il dit j'ai l'oreille de Dieu maintenant. Donc on voit bien qu'on a affaire là à un personnage plutôt détonnant par rapport à la place du religieux dans la vie politique américaine. Et non seulement Underwood est anti-clérical et anti-religieux, mais on peut faire l'hypothèse qu'il vient ou qu'il relève du monde diabolique. Qu'il est l'opposé absolu de Dieu ici. C'est-à-dire qu'il y a des rappels, et en particulier dans la saison 6 en permanence, de la nature démoniaque ou de la nature diabolique ou monstrueuse de Frank Underwood. Comme si Claire Underwood et Doug Stamper ne relevaient pas de l'humanité, je l'ai dit un peu tout à l'heure rapidement, mais relevaient de l'animalité, relevaient de la bestialité, de la monstruosité, et au fond étaient des êtres moins évolués ou des êtres voilà, qui étaient restés, qui sont restés au stade de la bête et qui, pour donner libre cours à leur soif de sang et de destruction de leurs proches, de gens de leur espèce, ont envahi le monde politique, qui est un lieu où on peut assouvir ce type de pulsion. Et donc la série, et là ça renvoie à votre question tout à l'heure sur la dimension politique, la série, de mon point de vue, est plus une série fantastique qu'une série politique, au sens où elle vraiment utilise ses personnages et utilise le monde politique comme un laboratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passerait si on injectait dans le champ politique des animaux ou des gens qui ont une nature diabolique? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'ils arriveraient à donner libre cours à leur pulsion? Est-ce qu'ils seraient arrêtés par d'autres? Ou est-ce qu'au contraire, ils seraient absolument libres de se déchaîner? Et c'est plutôt d'ailleurs cette option-là qui est donnée dans la série. La saison 6, je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, elle a eu des gros problèmes d'écriture et de production. En revanche, là où elle est extrêmement intéressante, c'est qu'elle met en scène une Claire Underwood enceinte, très probablement, nous dit la série, enceinte de Frank, alors que jusque-là, il y avait l'idée que Frank et Claire étaient les deux seuls animaux de leurs espèces et qu'ils n'allaient pas se reproduire. Bon, ben là, Claire est enceinte, sauf que la série suggère, et elle-même a cette inquiétude-là, qu'elle est enceinte, qu'elle porte le fruit du démon, et qu'elle va accoucher d'un enfant diabolique ou d'un enfant monstrueux qui va poursuivre la lignée très étrange de Frank Underwood. Et donc, il y a des allusions à Rosemary's Baby de Polanski, il y a des apparitions effrayantes à l'intérieur de la Maison-Blanche. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une présence obscure au cœur du pouvoir, et la saison 6 explore de manière très affirmée, de manière très inquiétante, cette poursuite possible de la violence et cette contamination du mal, cette contamination des institutions démocratiques par un mal presque élémentaire, hein, un mal quasiment naturel. Voilà, donc là, il y a quand même des éléments très intéressants où la religion est retournée en une forme plus obscure et en une présence diabolique plus marquée. Dernière question, peut-être Emmanuel, sur cette série. Il y en aurait peut-être beaucoup d'autres à évoquer, mais il y a quand même l'idée, on l'a évoqué tout au long du podcast, de montrer l'autre côté du miroir politique. Alors justement, est-ce que de la part des showrunners de la série, on ne peut pas dire que House of Cards a été construite, a été tournée en tout cas, comme s'il fallait montrer au public ce qu'est le vrai visage de la vie politique, avec ses côtés qui sont parfois, vous l'avez dit tout au long de l'émission, très noir, très dur. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fonction quasiment de lanceur d'alerte dans cette série-là? Oui, je pense que vous avez raison. Il y a cette dimension-là qui passe quand même, alors, qui passe par le fait de forcer un peu le trait. C'est-à-dire que, je le disais, la série politique, ce n'est pas la seule, a tendance à beaucoup transformer l'activité politique pour les besoins de la fiction et pour les besoins de la narration. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la vie politique américaine ne ressemble pas tout à fait à ce qui est montré dans House of Cards. En revanche,
je pense que l'ambition originelle de la série, c'est de dénoncer la captation du pouvoir par des professionnels de la politique, par des gens qui sont élus et réélus depuis trop longtemps. C'est un problème qui se pose aux États-Unis, c'est un problème qui se pose en France, par des gens qui finissent par perdre de vue l'intérêt général et qui ne visent plus que leur intérêt personnel, qui ne visent plus que leur propre réélection, qui sont obsédés par les luttes à l'intérieur du champ politique et qui oublient complètement l'intérêt général du pays, qui se désintéressent des politiques publiques au profit uniquement de leur petit jeu corporatiste à eux. Là, il est clair que la série le montre de manière évidente et de fait, puisque c'est une série qui suit la vengeance personnelle d'un individu, on voit bien que, sauf à quelques moments, Frank Underwood n'est absolument pas préoccupé du bien commun et du fonctionnement général du pays. Donc par moment, il a des petits rappels où il se dit qu'il faudrait peut-être faire une grande loi pour l'emploi, relancer un peu l'emploi public et résorber le chômage, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse fondamentalement. Donc la série a eu tendance à noircir un peu le trait pour dénoncer effectivement ce problème qui se pose dans les démocraties de la professionnalisation politique et de l'oubli de l'intérêt général. Elle le fait d'ailleurs dans un moment un peu étrange, un peu particulier si on considère le moment où elle a été produite, puisque c'est une série qui est contemporaine de la présidence Obama. Donc la série va fonctionner comme le miroir inversé ou le miroir sombre de la présidence Obama, c'est-à-dire effectivement tout ce qui va dysfonctionner et tout ce qui est complètement pourri dans le fonctionnement politique. Et puis elle est rattrapée par la présidence de Trump et elle s'arrête sous la présidence de Trump. En revanche, dans le même sens, il me semble qu'effectivement, il y a dans cette série-là, comme dans d'autres, je pense à Designated Survivor, dont la troisième saison avait été reprise intégralement par Netflix, il y a effectivement l'idée de lancer l'alerte. Donc on a beaucoup de séries politiques qui sont des lanceuses d'alerte, qui lancent l'alerte précisément sur les failles de la démocratie, sur les limites de la démocratie. Alors elles le font dans plusieurs directions, on peut en mentionner simplement une ou deux. Il y a par exemple dans ces deux séries-là, House of Cards et Designated Survivor, une alerte sur le fait que il y a une faille dans la vice-présidence américaine. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, quand le vice-président qui a été élu théoriquement en même temps que le président dans ce qu'on appelle un ticket, ils sont coélus, il se peut que ce vice-président soit amené à démissionner ou décède, etc. Dans ce cas-là, il est remplacé par quelqu'un qui est nommé par le président, mais qui n'a pas été élu. Et si le président vient lui-même à être empêché ou à décéder, c'est le vice-président qui devient président automatiquement. C'est la règle aux États-Unis, si l'empêchement du président doit durer. Et donc, on peut avoir, c'est ce qui arrive en fait dans House of Cards, un président qui n'a jamais été élu à ce poste-là. Donc, Underwood s'arrangera après pour se faire élire à cette fonction-là, mais le moment où il y arrive, eh bien, il n'a pas été élu. Et donc, il y a là une faille démocratique extrêmement importante. Et puis, les autres alertes qui sont lancées, c'est effectivement des alertes sur la faiblesse intrinsèque de la démocratie, le fait qu'elle peut être subvertie ou retournée par des gens qui manquent de scrupules, le fait qu'on peut avoir des gens qui n'ont aucune morale à la tête de l'État et on ne sait pas comment les arrêter, et le fait, je le disais, qu'il y ait une forme de confiscation ou de dépossession de l'activité politique par des professionnels, alors même qu'en démocratie, tout le monde devrait pouvoir être élu, tout le monde devrait pouvoir participer à la vie collective, qui est d'ailleurs très, très dynamique aux États-Unis. Mais là, ça n'est plus le cas. Et donc, l'oubli de l'intérêt général fait peser une grande menace sur le fonctionnement démocratique parce que, voilà, ça fabrique de l'apathie chez les citoyens, il y a une espèce de retrait de la vie collective, et donc il peut y avoir une captation des leviers du pouvoir par un autocrate, ici par un président meurtrier, mais par un autocrate qu'on ne pourrait plus jamais arrêter. Donc il y a effectivement quelque chose qui renvoie, alors cette fois-ci non plus à Machiavel, mais à la Boétie, le discours sur la servitude volontaire, où l'absence de dynamisme politique collectif aboutit à une mainmise sur le pouvoir par des gens qui sont absolument infréquentables. Donc on a au fond une série qui, malgré le fait qu'elle force le trait
parfois elle reconduit des stéréotypes, est une série finalement assez démocratique dans sa dénonciation des menaces qui pèsent sur la démocratie. Emmanuel Taïeb, merci pour la présentation de cette excellente série qu'on recommande, donc House of Cards, avec sa version originale britannique qu'on peut retrouver sur arte.tv, le replay d'Arte, et puis la version américaine qu'on a évoquée tout au long de l'émission avec Kevin Spacey et Robin Wright, que l'on retrouve bien sûr disponible sur Netflix. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je rappelle que vous avez publié au PUF en 2018 votre ouvrage qui est intitulé sur House of Cards. Le crime en politique. Voilà, le crime en politique. Je cherchais le nom. Merci Emmanuel. Et puis surtout, votre dernier ouvrage très très intéressant là-dessus, Collectif. On a fait une émission autour de cela. Rappelez-nous le titre. Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité, qui a été co-dirigé avec Rémi Lefebvre et qui est paru chez Debook à la fin de l'année 2020. Et puis disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Quelques minutes, dites-nous Emmanuel, la première livraison en tout cas de cette revue Saison. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans et où est-ce qu'on peut la trouver ? Alors, on peut la trouver dans toutes les librairies sur commande. Il y a quelques librairies partenaires, mais ça se commande et sur les sites aussi en ligne ou chez votre libraire. Donc, Saison, la revue des séries qui est publiée par Classique Garnier. Ben voilà, on s'est dit qu'il y avait besoin d'un espace. Il y a des choses un peu dispersées et il y a des choses très, très bien qui se font et qui se sont faites. Mais on voulait, avec un certain nombre de gens qui ont le désir d'écrire sur les séries dans une perspective, disons, plus analytique que critique, se retrouver dans un lieu commun et se retrouver dans un espace commun qui est cette revue Saison. Donc, elle est, alors, selon les livraisons, là, le premier numéro est un numéro plutôt éclectique et plutôt hétérogène. Le prochain numéro va s'intéresser à la manière, aux enjeux de l'achèvement d'une série et aux enjeux du dernier épisode. Peut-on terminer une série? Et puis, je l'espère, le numéro 3 sera lui aussi un numéro assez hétérogène. Donc, dans ce premier numéro, on a un article, alors pour le coup assez critique, sur le Bureau des légendes. On a un article sur The Witcher, on a 2 articles sur Watchmen, on a un article sur Penny Dreadful, on a un article sur The Nick, la série de Steven Soderbergh, on a un article sur Columbo, on n'est pas que sur les séries contemporaines. On va passer les personnages de séries sur le divan d'une psychothérapeute qui va les analyser pour nous. Moi-même, j'ai écrit un article sur Fauda. Voilà, et donc plein de manières d'entrer dans les séries qui nous plaisent, de les décortiquer aussi bien du point de vue de leur mise en scène que du propos général ou de la philosophie qui les porte. Et puis, vous l'avez dit en début d'émission, Nicolas, il y a un podcast qui s'appelle Intersaison, que vous animez et où on se retrouve à quelques-uns pour évoquer les séries du moment et puis parfois des séries un peu plus anciennes et d'avoir un dialogue assez constructif sur elles. Et puis, à terme, on espère aussi il est presque prêt, un site web où on retrouvera des interviews, des comptes rendus d'ouvrages. On aura aussi dans la revue et puis des textes autour des séries qui seront facilement accessibles. C'est pour le grand public, hein, c'est pas la revue et le podcast ne sont pas que pour un public de niche. Vraiment, on est sur des séries très, très, très populaires dans le bon sens du terme. Et donc, chacun peut se retrouver dans le propos et s'intéresser aux séries sans être nécessairement le fan hardcore. On peut, hein, évidemment, et les fans sont bienvenus, et nous-mêmes, on est parfois très, très fans, parfois moins, mais c'est vraiment une approche pour le grand public des séries, y compris comme phénomène très, très contemporain et très important. Effectivement, voilà une actualité vraiment réjouissante et je me réjouis de pouvoir participer aussi à cette aventure-là et Histoire en série aussi. En tant que partenaire, on relaiera régulièrement, comme on le fait depuis le début, ces informations-là parce que, vous l'avez dit, beaucoup de choses se font, des choses très très bien. On a évoqué tout à l'heure l'excellente revue en ligne TV Série par exemple, mais là, cette idée de synergie entre toutes les productions qui se font, moi je trouve ça très intéressant et c'est surtout très très bien pour à la fois ceux qui veulent aller plus loin, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir des choses. Il y en a pour tout le monde, vous l'avez dit, ce n'est pas à la fois une revue et un podcast universitaire. Au contraire, on est là sur de la diffusion vers le grand public, quelque chose vraiment de très très intéressant. Emmanuel, merci beaucoup pour cette émission. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres émissions sur les séries politiques. Ça sera toujours avec un grand plaisir. À bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strange